On a 45 minutes pour creuser le sujet. Je vais vous laisser la parole en fin de session pour les questions-réponses et vous présenter rapidement les intervenants. Donc Thierry Autré, à ma gauche, qui est expert de la cryptographie appliquée. Il a démarré la crypto en 88. Il est aujourd'hui délégué général du CESIN et il a été 10 ans RSSI du groupement Carte Bancaire. Renaud Lifshitz, qui est chercheur en sécurité informatique, actuellement en poste chez Digital Security, c'est le groupe Econocom, et il s'intéresse en ce moment aux objets connectés. Graham Steele, CEO de CryptoSense. CryptoSense est une start-up qui est spécialisée dans la détection des failles des systèmes de cryptographiques, qui avait reçu le prix d'innovation des Assises en 2016. Alors, pour commencer, Thierry, on va essayer d'être proche du RSSI. Et puis, je voulais aussi juste poser une question dans la salle pour voir un petit peu le niveau de maturité que vous pouvez avoir par rapport à la crypto. Est-ce que vous avez implémenté une PKI, votre propre PKI? Vous pouvez lever la main, juste? Ouais, donc vous êtes quand même assez nombreux. Et qui utilise des certificats venant d'ailleurs? D'accord. On est à peu près 60% de l'audience qui utilise une PKI. Donc Thierry, est-ce que tu peux nous rappeler les fondamentaux de la crypto dans le contexte du RSSI? Alors je vais faire un petit peu d'histoire parce que je suis un des anciens d'ici, puis même de la salle. Moi j'ai commencé à m'intéresser à la sécurité et à la cryptographie sur le plan théorique il y a quand même très longtemps. Presque 40 ans maintenant, et j'ai commencé à m'y intéresser de manière très concrète en rentrant chez Sligos, c'est l'ancêtre d'Atos, Sligos moyen de paiement en 88, et à l'époque la cryptographie, il faut rappeler que c'était considéré comme une arme de guerre de seconde catégorie. Donc pour les plus jeunes, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Pour pouvoir ne serait-ce qu'utiliser en tant qu'utilisateur la cryptographie, il fallait aller au service central de la sécurité des systèmes d'information, l'ancêtre de la NSSI, et il fallait demander l'autorisation et déposer un dossier, et on se le faisait refuser, et on ne savait pas pourquoi, il ne vous disait pas pourquoi. Parce qu'il considérait que s'il vous disait où ce n'était pas bien, il vous donnait les éléments d'argumentation pour savoir qu'est-ce qu'il regardait en particulier. Voilà, donc c'était considéré donc comme des biens à double usage, pouvant servir à protéger comme à faire le mal. Et donc, je me rappelle d'une date assez fondamentale qui était le 19 janvier 1999. J'étais à la conférence RSA avec des collègues de l'ANSSI. Et Lionel Jospin, à l'époque, décide de libéraliser l'utilisation de la cryptographie. Ça a été une révolution. Certains collègues de l'ANSSI ont voulu se suicider ce jour-là, mais ils ne l'ont pas fait, heureusement. Mais ça montrait bien quand même qu'on passait d'un régime de réglementation très forte, d'armes de guerre, à un régime de libéralisation, même si c'était encore le début. Juin 2004, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, la LCEN, qui a prolonger cette notion de commerce électronique, de protection des échanges, d'achat sur Internet et donc de confiance, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, protéger les informations. Décembre 2004, c'est la création du consortium PCI DSS, pour ceux qui ont à traiter, à manipuler des numéros de carte bancaire. Et là aussi, moi, j'étais déjà au groupement des cartes bancaires à l'époque et c'était l'utilisation de la cryptographie pour protéger les numéros de carte bancaire. Qu'est-ce qu'on a après? Avril 2016, c'est l'adoption du RGDP. Et là aussi, on va très certainement être obligé d'utiliser donc la cryptographie. Et en janvier 2016, Google annonce que son navigateur Chrome signale les sites qui ne sont pas en HTTPS. Et d'ici quelques temps, il refusera les connexions sur des sites qui ne sont pas en HTTPS. Donc on voit très bien que ça fait partie du quotidien maintenant. Et que le RSSI, qui est en poste aujourd'hui, va devoir connaître un minimum de choses sur
sur la cryptographie, mais je te laisse non, mais justement, monopoliser. Ma question était par rapport au RGPD, donc on est obligé d'y aller. Et est-ce que le RSSI doit être un expert? Non. Je ne pense pas qu'il doit être un expert, mais au minimum, il doit connaître. Alors, il ne doit pas être un expert comme nos amis ici présents, des mathématiciens capables de dire si tel algorithme est mieux que tel autre, mais ils doivent avoir un minimum de connaissances, de bonnes connaissances quand même, sur l'utilisation, la connaissance des différents types d'algorithmes. La bonne connaissance, savoir quel algorithme répond à tel ou tel besoin. Si on a besoin de chiffrer des données pour conserver des données, pour les protéger, bon, on ne va pas utiliser de RSA, mais on va utiliser des algorithmes symétriques, alors que si on a besoin de faire de l'authentification, on va utiliser des algorithmes symétriques. Voilà, on a besoin de savoir quels sont les meilleurs algorithmes appropriés à tel ou tel usage. Ça fait 30 ans qu'on produit des algorithmes. Aujourd'hui, Renaud, est-ce que tu peux nous dire quels sont les... Justement, comment on choisit tel ou tel algorithme? C'est un problème assez compliqué. Effectivement, il y a des experts qui ne sont pas d'ailleurs forcément toujours consultés lors de la création de protocoles cryptographiques. On peut penser notamment au cas du Wi-Fi, qui était un consortium industriel, et on a adopté le WEP sans consulter les experts en cryptographie, alors qu'il s'agissait quand même de faire de la confidentialité à la base. L'exemple s'est reproduit plusieurs fois sur pas mal de protocoles sans fil depuis. Donc c'est un vrai problème. D'autant qu'après, quand il y a des consultations, on ne sait pas forcément qui doit juger les algorithmes et les standards, et qui doit les adopter. Maintenant, on est quand même beaucoup sous influence américaine, sous l'influence notamment du NIST, un organisme de normalisation américain. Est-ce que les Américains n'ont pas intérêt à choisir des algorithmes ou à modifier les algorithmes après coup pour les affaiblir légèrement et pour pouvoir les espionner? C'est une question qu'on se pose régulièrement, d'autant qu'il y a eu l'affaire de RSA Security où il y a eu introduction par le gouvernement américain via la société RSA Security d'une backdoor dans l'algorithme EC-dual DRBG. Donc c'est des choses qui se sont répétées dans l'histoire et qu'on craint à nouveau. Donc il y a une vraie question maintenant d'indépendance de l'organisme qui doit choisir et qui doit adopter les standards cryptographiques, soit à l'échelle européenne, soit à l'échelle mondiale. Est-ce qu'on reste derrière les États-Unis en adoptant les mêmes standards? Est-ce qu'on développe notre propre agence, notre propre organisme qui va juger les standards et décréter que ce standard est meilleur que tel ou tel autre? C'est aujourd'hui une vraie question. Et quand il y a du déploiement, quand les RSSI décident eux-mêmes sans s'improviser, parce que je pense qu'on ne peut pas s'improviser dans ce genre de cas, quel dispositif d'accompagnement on peut trouver? Graham, oui, le déploiement. Donc, le déploiement, c'est quelque chose que, chez CryptoSense, notre métier, c'est de trouver des failles de sécurité dans les systèmes qui ont été implémentés autour de la cryptographie. Et une partie de notre logiciel, ça tourne en mode SaaS, c'est-à-dire on a notre propre serveur. Et le résultat, c'est qu'on voit, en fait, comment les grands groupes, c'est majoritairement nos clients, comment ils ont déployé les solutions de la cryptographie. Donc, on sait quel type de failles on peut voir. Et ce qui était intéressant pour nous d'apprendre dans les derniers 12 mois, c'est qu'à peu près la moitié des erreurs ne sont pas des erreurs de conception ou de mauvais choix d'algorithme. Ils sont des erreurs de déploiement, surtout dans la gestion des clés. Ça peut être déployer les mauvaises credentials, des credentials qui ont été là pour le test, mais par une moyenne ou une autre, on peut fuir dans la partie prod, ou déployer des credentials qui sont mal protégés. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est difficile pour, comme Thierry a bien dit, c'est irraisonnable d'imaginer qu'un RSSI va devenir un expert en cryptographie. Par contre, il peut toujours demander des questions à ses fournisseurs du type « Quels sont les algorithmes que vous allez utiliser? Ils sont certifiés par qui ?» Mais c'est difficile à demander des bonnes questions sur la gestion des clés. C'est un sujet qui n'a pas de standard NIST ou autre à suivre. Donc c'est un point, c'est un sort de talon d'Achille des solutions pour l'instant.
D'accord. Et comment le RSSI, justement, met en place la gestion des clés suivant Alors, il faut déjà savoir pour quel usage c'est fait, hein, déjà. Et ça se cache un petit peu partout, puisque en fait, maintenant, tous les équipements réseau, hein, les firewalls, les hubs, les différents équipements réseau communiquent entre eux avec des certificats. Donc, même si vous n'avez pas mis en œuvre des certificats chez vous, vous en avez peut-être acheté chez Certinomis ou d'autres, Dictao ou d'autres offreurs qui offrent des certificats qui doivent être mis dans les dispositifs pour s'authentifier. Tous les dispositifs passent leur temps à s'authentifier mutuellement. Donc voilà, déjà sur ce plan-là, un RSSI doit savoir ce que c'est qu'un certificat, doit savoir où les acheter, doit savoir quand les renouveler. Donc c'est une éducation qu'il doit se faire. Alors bon, il y a pas mal de choses sur le web, et puis il y a des gens qui doivent pouvoir faire de l'éducation sur le minimum de choses à connaître par le RSSI. Mais il faut savoir justement comment gérer, comment utiliser à bon escient la cryptographie. Et la question de la confiance par rapport à qui détient la clé, qui est le tiers de confiance. Ça, c'est notre très très gros problème. Qui détient la clé? Alors, qui détient les clés? Qui va les renouveler? Quand je prends le cas de l'archivage. On fait tous de l'archivage. Et parmi les données qu'on archive, il y a des données chiffrées. Mais elles ont été chiffrées avec quelle clé? Et est-ce qu'on est sûr que lorsque l'on retirera l'archive, on saura déchiffrer la donnée? Ça, c'est crucial, et c'est pas du tout simple à gérer, parce que ceux qui vont faire les sauvegardes, ce sont des gens de la DSI, donc des opérateurs qui vont mettre en œuvre des routines, et eux ne sont pas forcément conscients du fait qu'il y a des clés, que ces clés vont être renouvelées, que si vous renouvelez des clés, ça veut dire que toutes les archives qui étaient chiffrées sous les anciennes clés ne seront plus déchiffrables, ou alors il faut avoir un système de conservation de clés périmées, ce qui n'est pas très bon non plus. Donc ça nécessite de voir tout le cycle de vie. L'usage de la cryptographie, il doit s'imaginer dans le temps. Lorsque je fais une authentification, à un moment donné, à l'instant, c'est à ce moment-là que j'ai besoin d'avoir le résultat. Et donc, si j'ai des aléas, c'est à ce moment-là qu'ils vont être utilisés. Et demain, ce seront d'autres aléas. En revanche, si j'utilise la signature électronique à des fins de valeur légale, il va falloir que je puisse les conserver peut-être 30 ans, sachant que les certificats, entre-temps, auront peut-être été périmés. Donc il faut garantir... Mais aussi fonction de la pérennité... fonction de l'usage que l'on veut en faire. Oui. Si c'est de la signature électronique à valeur légale, donc il faut pouvoir prouver très longtemps après qu'au moment de la signature, la clé était correcte, même si par la suite, très logiquement, elle atteint son cycle de fin de vie, ce qui est tout à fait normal et prévu longtemps à l'avance. Mais il faut recertifier, il faut trouver des moyens de signature à long terme. Il y a des protocoles qui existent pour cela. Oui. Une question justement pour le long terme, c'est que les algorithmes qui sont utilisés aujourd'hui, en 30 ans, ils auront quelle valeur? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Oui, c'est une excellente question. Donc, c'est surtout par relation avec le gros la sorte de grand développement qu'on attend tous, c'est le développement des ordinateurs quantiques d'une taille pratique. Parce qu'ils existent déjà, mais d'une taille très très petite. Et la situation actuelle, c'est que si jamais on arrive à créer un tel ordinateur, la partie asymétrique, on est vraiment, on a tous les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui, qui sont largement déployés aujourd'hui, sont susceptibles d'être attaqués. Le chiffrement symétrique, ça va résister aux conditions qu'on a une clé suffisamment longue, parce que dans un sens, ça va couper la taille effective de la clé en deux. Donc pour avoir la même sécurité de AES 128 aujourd'hui, il faut avoir AES 256 déjà déployé. Mais la partie asymétrique, on est toujours dans l'expérimental un peu. Je dirais, Renaud, tu veux peut-être plus ça. NIST a lancé justement un appel pour les clés post-quantiques.
histoire d'anticiper, même si on ne sait pas à quel moment ça pourrait être utile, mais enfin. Et je crois que les résultats doivent tomber en fin d'année. Renaud, tu peux nous en parler ? Alors oui, comme l'a dit Graham, sur le symétrique, on est à peu près tranquille à condition de doubler les tailles de clés. On sait que ça sera suffisant de toute façon pour rester à l'abri de toutes les attaques potentielles qu'il pourrait y avoir. Alors, sous quel horizon Google a quand même annoncé il y a quelques semaines la suprématie quantique pour la fin de l'année. Il s'agit de Google, hein. Donc a priori on pourrait le croire. Suprématie quantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire un ordinateur quantique qui dépasse un ordinateur classique, mais juste pour un scénario donné, pas pour casser des clés. Il s'agira de juste démontrer pour un use case précis que l'ordinateur quantique est efficace et plus efficace qu'un ordinateur classique. Et on attendrait environ 50 qubits d'ici la fin de l'année, ce qui n'est pas du tout suffisant pour s'attaquer à des clés asymétriques RSA de type 1024. Très clairement, il faudrait au moins le triple de la taille de la clé pour commencer à menacer. Et donc, c'est plutôt dans 10-15 ans qu'on pourra commencer à s'inquiéter pour nos clés asymétriques. En attendant, on est à peu près tranquille. Et effectivement, le NIST a ouvert des consultations là-dessus. Il y a une conférence qui a lieu presque tous les ans maintenant, qui s'appelle PQ Crypto, qui réunit des chercheurs qui cherchent des solutions pour l'avenir, parce que 5 ou 10 ans, à l'échelle de l'informatique, c'est très très peu. À l'échelle de l'histoire, quand on réfléchit, ça nous laisse que très très peu de temps pour nous retourner. Et il y a déjà 6 familles de cryptosystèmes qui sont susceptibles de venir remplacer nos cryptosystèmes actuels, et surtout d'ailleurs les cryptosystèmes asymétriques, puisque c'est eux qui sont le plus durement menacés. Et on a déjà des implémentations open source qui semblent résister à des attaques quantiques, par exemple NTRU. Voilà. Quels sont les cas d'application de crypto quantique aujourd'hui? Est-ce qu'elles intéressent au-delà des banques et du militaire, par exemple? Alors après, là, on réfléchit aux ordinateurs quantiques et aux attaques que ça peut porter sur la crypto classique. Mais il y a aussi la crypto quantique qui peut être une solution pour certains cas d'usage qui permet de faire du chiffrement, et du chiffrement de manière durable et sûre. Puisque là, on parle de chiffrement infrangible. C'est-à-dire que quelle que soit la technologie dont dispose l'attaquant, quel que soit le temps et le budget dont il dispose, il n'arrivera pas à casser cette sécurité-là. Mais on reste sur de la cryptographie point à point. Donc on peut pas faire des réseaux type Internet en cryptographie quantique, on est sur du point à point. C'est pour ça que c'est utilisé plutôt pour des petits réseaux et pour des réseaux point à point. Donc effectivement, les réseaux bancaires en Suisse, les banques sont toutes à moins de 100 km les unes des autres, donc c'est assez commode. Il y a 7 ou 8 réseaux de crypto quantique dans le monde. Il y en a à Massachusetts, il y en a à Tokyo, il y en a en Chine. Mais c'est uniquement pour des réseaux point à point. On n'est pas prêt de surfer sur le web ou d'envoyer ses emails avec de la crypto quantique pour le moment. C'est des choses qui, ceci dit, font pas mal de progrès, puisque les Chinois ont annoncé maintenant de l'échange quantique de clés via satellite il y a quelques mois. Je pense que les erreurs et les problèmes de déploiement qu'on a, on peut les avoir aussi sur les systèmes quantiques. Bien sûr. C'est super techno, mais il y a toujours une très très grande différence entre la conception d'un système qui peut être prouvé même mathématiquement robuste et l'implémentation sur lequel on peut faire énormément d'erreurs. À l'initialisation du système, à son déploiement, lors de son utilisation, lors du renouvellement des clés. La gestion des clés, c'est un problème majeur en cryptographie. Si on imagine que les OIV, par exemple... Oui, monsieur? Ça en termes de sécurité, en termes de pérennité. Dans 20 ans, mes documents archivés, j'aurai les mêmes problèmes qu'avec ma bande magnétique IBM de sauvegarde. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il faut savoir relire c'est ce que je disais, il faut savoir relire les archives. Donc, je crois que le RSSI, même s'il n'a pas à être un expert en mathématiques pour juger de la force d'un algorithme, il doit pouvoir répondre à un besoin utilisateur, et ce besoin dans le temps. C'est-à-dire que si j'ai besoin de protéger des échanges de données tous les jours, je vais utiliser des clés à usage unique. Bon, parce que je n'ai pas besoin de sauvegarder ce qui passe, mais j'ai besoin qu'on ne puisse pas casser un échange. Donc je vais faire du DRAM unique par transaction, donc clé unique par transaction, et puis donc à chaque transaction différente, ce sera des clés différentes. Donc je n'ai pas besoin de les garder, elles sont fugitives et ça me protège mes échanges. En revanche, si je dois sauvegarder des données
pérenne dans le temps, là, il faut que je mette sur le papier, en disant, voilà, mes données, où elles sont, chiffrées avec quelle clé, si je renouvelle quelle clé, quels sont les fichiers que je vais devoir transchiffrer pour pouvoir les relire. Donc, il y a du transchiffrement à faire. Je dois avoir une très bonne connaissance, très bonne identification des fichiers qui sont chiffrés. Déjà, ça... quand on doit recenser, ne serait-ce que pour le RGDP, où sont les données à caractère personnel dans mon système, vous savez très bien que c'est difficile. Quelle est la durée de vie des certificats, justement? Est-ce que ça dépend. Enfin, les certificats utilisés, tout dépend pourquoi c'est fait, mais des clés de chiffrement symétriques peuvent être relativement longues. Après, il faut se dire que on dit que les clés s'usent quand on s'en sert, contrairement à une certaine pile de l'époque qui s'usait. Voilà, donc c'est plus on se sert, tu ne vas pas me contredire, je crois, c'est plus on se sert des clés et plus on donne de la capacité d'analyse aux attaquants. Donc il faut savoir renouveler les clés, mais il faut surtout savoir où sont nos données chiffrées, de façon à pouvoir les transchiffrer si on fait un renouvellement des clés. Donc là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la crypto. Ce que je dis, ce n'est pas de la crypto, c'est de l'organisation sur la gestion des données. J'ai des données chiffrées, peut-être qu'elles contiennent des données à caractère personnel, mais peut-être que ce sont des secrets d'entreprise, peut-être que ce sont des numéros de carte bancaire, peut-être que, peu importe les données qui sont dedans. Il faut savoir où sont mes données, avec quelles clés elles sont chiffrées, et comment je dois faire pour conserver la pérennité dans le temps de ces données, tout en pouvant changer mes clés. Oui, le but de la cryptographie, c'est d'adapter à chaque fois le niveau de sécurité à la sensibilité de la donnée et surtout à sa durée de vie. Donc il n'y aura pas une bonne cryptographie qu'on pourra utiliser dans tous les cas. Il y a une gamme d'outils cryptographiques et effectivement on ne choisira pas les mêmes systèmes si on veut faire de l'archivage de très longue durée, où on veut avoir une pérennité, où on choisira des standards ouverts, des choses qui seront toujours documentées et toujours retrouvables dans les standards ISO et dans les archives des standards ISO. Pardon ? Qui elles-mêmes sont cryptées. Et des choses qui sont dues à de l'échange de clés, donc qui sont tout à fait instantanées et qu'on n'a pas besoin de retrouver plus tard. Très clairement, on n'adoptera pas les mêmes pratiques. J'avais envie d'aborder les backdoors. Est-ce que certains services, ça fait débat puisque la mise en place de backdoors arrive pour certains services. Est-ce que la CNIL et l'ANSSI s'y opposent? Quelles sont les conséquences en fait de l'affaiblissement des systèmes cryptographiques pour une entreprise? Oui, donc excellente question. Donc, on a des clients actuellement qui sont en train de se demander cette question parce qu'ils veulent basculer du mode asymétrique en RSA vers les courbes elliptiques. Et les courbes elliptiques les plus répandues dans les pièces de matériel sont ceux qui ont été approuvés par un NIST. Donc, on avait tous confiance dans ces courbes jusqu'à un certain point, et puis on a eu ces histoires de la société RSA Security sur la façon de générer des nombres aléatoires basés sur les courbes elliptiques. Et maintenant, on a tous la question, est-ce qu'il y a quelque chose caché dans les courbes elliptiques de NIST? Est-ce que je peux les utiliser ou pas? Donc, c'est une vraie question live. Et le souci, on peut dire, OK, au moins, si c'est la NSA qui a mes données, peut-être c'est pas grave, c'est pas l'adversaire sur lequel j'ai vraiment peur. Mais le problème, c'est que si on met une faiblesse, ça peut être découvert par quelqu'un d'autre. On a vu que ça pouvait être exploité par d'autres. Exactement. Donc c'est hors contrôle, effectivement. Donc c'est vraiment inquiétant ce type d'histoire. Et je pense que on est en train de voir sur la standardisation, par exemple, de la nouvelle version du protocole TLS, le protocole qui est utilisé pour HTTPS. On a vu sur les discussions les gens qui veulent mettre dessus une courbe elliptique qui n'a rien à voir avec NIST, un outil de standardisation, et on a vu la résistance qu'il y a eu de certains fournisseurs du monde de solutions cryptographiques à ça. Donc c'est un problème vraiment complexe. On a vu justement en Iran avec
le gouvernement souhaite que la force de l'algorithme soit dégradée. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir ce type de choses en France ? On l'a eu jusqu'à un certain point dans les années 90. Aux États-Unis, ils refusaient d'exporter une technologie de chiffrement qui avait une longueur de clé supérieure à une certaine limite. Mais on a vu que ça, en fait, c'était un désastre parce que cette fonctionnalité reste toujours cachée dans certains équipements et les gens ont réussi, les chercheurs ont trouvé des moyens de le refaire utilisé dans les échanges TLS. Donc j'espère que la leçon là a bien été apprise par notre gouvernement, mais votre gouvernement. Ouais, alors malheureusement c'est toujours d'actualité puisque la Grande-Bretagne étudie les moyens de mettre des backdoors, notamment sur les systèmes de messagerie instantanée chiffrés de point à point. Le président Macron en a parlé aussi. Voilà, exactement. Il est question de mettre des backdoors dans les WhatsApp ou autres pour que le gouvernement puisse procéder à des interceptions. Donc ça enlève le chiffrement de bout en bout. Voilà, il y aurait un chiffrement de bout en bout pour les acteurs, mais pas pour le gouvernement. Oui. Est-ce que je vais prendre les questions juste après parce qu'en fait il nous reste très peu de temps, il nous reste 5 minutes de débat et ensuite vous avez 15 minutes de questions. Juste pour aborder les IoT, puisque aujourd'hui c'est quand même, ça va devenir de plus en plus une préoccupation du RSSI. Est-ce que la confiance dans les objets connectés est en train de s'installer ou on est très très loin ? Renaud, peut-être, c'est ton domaine un peu. Non, il faut construire la confiance justement sur la sécurité, où on vit dans un monde qui est complètement électronique et aujourd'hui sans la cryptographie on ne peut pas instaurer de confiance dans les échanges, on ne peut pas instaurer de confiance dans les identités. Et sur l'IoT, effectivement, on a plusieurs défis. Sur l'IoT, on est sur des systèmes qui sont miniaturisés, qui sont réduits en puissance, réduits en autonomie et dans lesquels on ne peut pas déployer toute la puissance cryptographique qu'on déploie sur des vrais systèmes comme des ordinateurs. Donc on doit faire des choix et on doit faire quelquefois des impasses ou des compromis sur la sécurité des protocoles à cause de l'IoT. Fort heureusement, on commence maintenant à avoir des bons outillages, des bons frameworks, des bonnes librairies et quelques bons protocoles qui sont utilisables. Mais on manque un petit peu pour les développeurs de maturité et de connaissances sur ces sujets-là. Il n'y a pas très longtemps, je participais à une table ronde comme ça pour la DGAC, donc l'aviation civile, et c'était sur les drones. Et quelqu'un m'a posé la question, à partir de quel poids un drone devrait-il être chiffré pour les communications ? Alors, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai travaillé 10 ans pour le groupement des cartes bancaires. La carte bancaire doit peser peut-être 3 ou 4 grammes, ou peut-être 5 grammes. Et lors d'une demande d'autorisation, il y a à peu près 45 opérations cryptographiques qui sont faites. Donc je ne pense pas que le poids ait vraiment quelque chose à voir là-dedans. Donc il faut absolument implémenter dans tous les drones, tous les échanges montants et descendants aussi, parce que ça a été détourné. Eh bien, il faut adapter tous ces outils avec de la cryptographie. Donc il n'y a pas... Effectivement, il y a des cas où c'est pas très facile, mais une puce a beaucoup de cryptographie une carte à puce bancaire a beaucoup de cryptographie d'implémenter à l'intérieur. Merci Thierry. On va prendre quelques questions dans la salle. En conclusion, on peut dire que c'est important de connaître les différents types d'algorithmes, symétriques, asymétriques, et en fonction de H, connaître les limites des algorithmes. Et puis, vous l'aurez vu, surtout faire attention à la gestion des clés et puis ne pas vous improviser. Je crois qu'il existe des bibliothèques d'algorithmes. Je ne sais pas ce que vous pensez d'OpenSSL. Est-ce que
OpenSSL, c'est une super boîte à outils, mais comme toute boîte à outils, il contient des choses avec lesquelles on peut se faire du mal. Donc, c'est très rapide et beaucoup d'optimisation dans l'exécution, mais il a une interface qui est très difficile à utiliser sans faire une erreur. Donc voilà, fais attention. Je pense que tout ça me rappelle les RSSI avec lesquels on a travaillé, un outil qu'ils ont qui a l'air de fonctionner très bien. C'est une sorte de cartographie de la cryptographie qu'ils ont chez eux. Et c'est un l'air très simple, mais les organisations avec lesquelles on travaille qui ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a caché dans les produits qu'ils ont achetés ou construits, eux, ils peuvent avoir des problèmes. Quand il y a un problème qui sort une avance en matière de crypto, parce que le crypto, ça change tout le temps. Bon, ce matin même, on a eu l'annonce par Google qu'il y a un bug dans le générateur RSA des puces Infineon qui fait que les clés sont cassables. Donc, ils doivent changer tout le firmware de le TPM. Qui, dans la salle, sait s'ils ont des puces Infineon dans le générateur aléatoire? Difficile à savoir. Donc, avoir cette cartographie pour être prêt pour ce type d'information, je pense que j'aurais dû penser à ça quand on a préparé la transparence, en fait. Mais puis, l'info est tombée ce matin, donc c'est pas grave. Monsieur, vous aviez une question? Oui, ma question est sur les applications de la cryptographie pour l'anonymisation des données et sur les recherches sur les données cryptographiques. Merci. Oui, donc les choses comme le chiffrement homomorphe, ce type de choses. Donc, il y a une sorte de vision en crypto qu'on va chiffrer les données et les mettre, par exemple, dans le cloud, tel que on peut toujours faire des opérations avec ces données chiffrées. Donc, comme ça, si quelqu'un, un attaquant, obtient ces données, il ne peut rien faire. Mais moi, je peux toujours faire des recherches, peut-être des calculs avec ces données. Et ça va arriver, je suis convaincu. Donc, les avances qu'on a fait dans les dernières années ont vraiment accéléré, parce que c'est quelque chose qui existe, qui peut se faire, mais c'est juste que les opérations ne sont pas du tout pratiques. Ils se prennent des heures et des heures à faire. Mais petit à petit, ça améliore. Donc, je suis convaincu que ça va arriver mais ça a besoin de quelques années de plus de maturité dans les laboratoires de recherche avant que ça devienne des produits qu'on va juste acheter sur bibliothèque. Oui. Oui, j'avais une question sur la simplification, sur la gestion des clés. Les clés cryptographiques pour l'usage des cartes bancaires, c'est quelque chose qui est extrêmement sécurisé. Par contre, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe dans sa mise en œuvre, dans son architecture cryptographique, dans le renouvellement des clés, la génération des clés. Si on voulait avoir quelque chose de grand public avec un niveau de sécurité aussi élevé, est-ce qu'on a des orientations qui nous laissent à penser que la recherche qui est faite sur ces sujets-là permettrait de simplifier la gestion opérationnelle cryptographique, pas forcément les algorithmes, pour que ce soit un usage plus grand public? Thierry Autrey. Il faut que ça reste complexe. Je veux dire, tout ce qui est gestion de clés peut... En fait, quand on parle de gestion de clés, on dit on va remplacer une clé par une autre, mais en fait, les clés, on les connaît jamais. Parce qu'on part sur des principes, ça c'est les fondamentaux, c'est-à-dire personne ne doit connaître la clé. C'est-à-dire une clé va être répartie entre plusieurs utilisateurs. Moi j'ai été responsable au groupement des cartes bancaires justement sur ces sujets-là. On disait on change la clé, mais il fallait au moins 3 personnes pour pouvoir changer une clé. Parce qu'on avait chacun qu'une carte à puce qui contenait une partie de la clé. Donc c'est de la logique sur la connaissance. Personne à un moment donné ne peut être et si quelqu'un changeait de métier, même si on changeait de métier et qu'on allait à un endroit où on était susceptible d'avoir un autre morceau de la clé, on devait changer toutes les clés. Hein, comme quand quelqu'un qui a un secret part en retraite ou part dans une autre société, on change les clés pour être sûr qu'il ne puisse pas revenir avec un morceau de la clé. Donc ce sont des règles de gestion, on va dire, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la cryptographie en elle-même.
mais qui doivent être absolument implémentées. Il y a un cas, on pourrait parler de l'entropie des clés, mais c'est toujours extraordinaire de voir qu'une clé RSA, par exemple, de 1024 bits, va être activée avec l'entrée d'un code à 4 chiffres. Donc vous vous authentifiez. Rien que ça laisse un petit peu rêveur, quoi. C'est-à-dire qu'on a un algorithme extrêmement fort, incassable, mais pour l'activer, il faut rentrer un PIN à 4 chiffres. Donc voilà, réfléchissez un petit peu à tout ça. On a simplifié là aussi. Et qu'est-ce qui se passe avec un device qui serait infecté et qui se connecte sur une application bancaire Est-ce que... Mauvaise question. C'est-à-dire que tu parles d'un virus ou... Ça peut être un silence. Faut imaginer un scénario où il a... Target. Ah oui. C'est l'exemple typique où effectivement ça a eu une action avec les cartes bancaires. C'est un virus qui était conçu qui a été introduit dans les caisses enregistreuses pour détourner des informations de cartes bancaires. Oui, mais justement, c'était des données en clair. Enfin, les données étaient en clair elles-mêmes, elles n'étaient pas chiffrées, quoi. Donc, c'était pas protégé. C'était un moment où elles n'étaient pas protégées, oui. Et l'existence de backdoors dans des standards de cryptographie rendus publics, est-ce que ça implique que la communauté des cryptographes n'est pas capable de les déceler? C'est-à-dire que quelque part, malgré le fait que le protocole soit connu, dont les spécifications sont publiées, enfin le protocole algorithme, pour autant on a des backdoors à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui explique cela? Et est-ce que finalement on ne peut pas donner sa confiance puisque même une communauté de spécialistes n'est pas capable de détecter ces backdoors? Ouais, je confirme que la communauté des spécialistes n'est pas capable de détecter des backdoors. Donc c'est possible de concevoir un algorithme sur lequel il est impossible de savoir s'il y a un backdoor ou pas. L'exemple dont on a parlé de RSA Security, c'est générateur aléatoire. En fait, là, c'était connu. L'idée était connue. Quelqu'un a publié un papier pour dire, tiens, cet algo, c'est un peu fishy. Imagine s'il a été conçu comme ça. S'ils avaient fait ça chez l'NSA, il peut avoir un backdoor. Par contre, pour les courbes elliptiques dont on parle aujourd'hui, le P256, etc., il existe une valeur qui est le SHA-1 hash d'une haute valeur qui est dans la spécification, mais on est incapable de savoir si ça est là pour une raison qu'on ne connaît pas du tout. C'est une façon mathématique d'extraire la valeur qui est juste inconnue au public, ou c'est juste une valeur aléatoire que quelqu'un a mis dans la spécification. Donc c'est impossible pour l'instant de savoir, malheureusement. Oui, il y a pas mal de courbes elliptiques et toutes ont des biais quelque part. Il n'y a aucune courbe elliptique qui a tous les avantages. Quelquefois, on est obligé de prendre des petites valeurs de paramètres, mais pourquoi on prendrait 1, 2 plutôt que 3, etc. Est-ce que c'est pas une backdoor de mettre 1, 2 ou 3? Est-ce que c'est pas plus facile à attaquer? Quelquefois, on prend des plus grandes valeurs, mais on ne sait pas pourquoi on a pris cette plus grande valeur-là dans les paramètres. Du coup, il y a toujours un biais de savoir est-ce qu'il faut prendre des valeurs naturelles? Est-ce qu'il faut prendre des valeurs pas naturelles? Si les valeurs sont pas naturelles, pourquoi on a pris ces valeurs pas naturelles et pas d'autres? Et au final, on a toujours des avantages sur certains types de courbes elliptiques et pas sur d'autres, et on n'arrive pas à trouver une courbe elliptique qui a tous les avantages. Quand on dresse les avantages et les inconvénients, il reste toujours un doute quelque part, soit parce qu'elle est trop simple, soit parce qu'elle est trop complexe, par certains biais. Monsieur. Oui, j'aurais voulu revenir sur cette histoire de simplicité pour le grand public notamment. Disons, moi, je ne suis pas du tout spécialisé dans la cryptographie, donc je peux dire des bêtises. Mais moi, ce qui me semblait, c'est que c'est complexe pour ceux qui veulent produire des certificats ou gérer des autorités de certification. Donc là, effectivement, il y a des règles très strictes à respecter. Mais à partir du moment où, pour certains usages, on fait confiance à des autorités de certification. Moi, je pensais par exemple pour le citoyen, à partir du moment où on a une carte d'identité, on pourrait imaginer, alors je ne sais pas si ça existe déjà, une autorité de certification qui produise des certificats dignes de confiance pour les usages de tous les jours. Disons, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est prévu? Alors la carte d'identité électronique a toujours été un petit peu mystérieuse et très politisée. Donc c'est pour ça qu'elle a failli arriver plusieurs fois.
Mais que... Vas-y si tu veux, parce que... c'est... Renaud. On a des cas assez illustres vraiment d'échecs complets dans ce domaine-là. Il y a la carte d'identité taïwanaise qui avait été générée pourtant par un algorithme certifié FIPS, donc normalement les plus hauts standards cryptographiques. Et on s'est retrouvé avec des milliers de clés faibles de cartes taïwanaises. Certains citoyens avaient exactement la même clé privée que d'autres. Certains citoyens avaient des P égale 3 en facteur premier inconnu en clé secrète dans leur clé RSA. L'algorithme qui générait les nombres aléatoires était tellement bon qu'il générait que des 1 aussi, donc il y avait des motifs très très prévisibles dans les clés privées. Donc ce qui fait qu'il y a eu des milliers de clés qui ont été cassées instantanément quand on a fait l'audit de ce système-là. Et puis beaucoup plus récemment, il y a l'État estonien qui est très en avance sur les aspects numériques, puisque 99% des procédures se font en ligne, notamment via des cartes nationales d'identité avec une PKI spéciale qui est déployée par l'État. Ils ont annoncé il y a... On peut tous être e-citoyens. Ils ont annoncé il y a 3 semaines qu'il y avait quelques certificats qui étaient constitués à partir de clés faibles. Et ils ont tout de suite retiré l'annuaire de clés publiques de tous les citoyens pour pas que les gens s'amusent à les énumérer et à les casser. Donc on a encore du progrès à faire juste sur la génération de clés, même si les algorithmes ils sont bien identifiés, la génération de clés est déjà problématique. Ça peut poser pardon, juste ça, un petit problème éthique, parce que quand je discutais avec les anciens pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient très heureux de faire des fausses cartes pour la résistance. Je voudrais revenir, s'il vous plaît, sur la gestion des secrets et la mise en œuvre des systèmes cryptographiques. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la démocratisation des composants sécurisés ? Vous avez très rapidement abordé le TPM tout à l'heure. Je sais que dans de nombreux fabricants de mobiles commencent à intégrer ces composants. Aujourd'hui, ça veut dire génération d'un secret, sous-séquestre du composant. Comment on fait en tant que RSSI pour gérer ces secrets qui finalement existent dans les systèmes d'information ? Oui, excellente question. Donc ça va faire partie de cette fameuse cartographie de savoir quel est le fabricant qui a créé ces secrets-là, etc. Donc ça, c'est déjà bien. Donc si jamais on s'est trouvé ce matin avec des puces Infineon partout, au moins on saurait qu'on a un problème. Moi, je pense qu'il y aura... Il y a beaucoup d'initiatives, il y a même une série de conférences sur le sujet, des chercheurs et des industriels qui veulent créer des composants source ouverte. Et plus que juste source ouverte, parce que source ouverte, si personne regarde la source, ça ne sert à rien, vérifier, dans le sens d'une vérification formelle qui, jusqu'à maintenant, était que faisable pour des systèmes vraiment de haut besoin de sûreté, comme le fameux contrôleur de la ligne 14 à Paris, le métro automatisé qui a une spécification formalisée. Donc de plus en plus, dans le monde de recherche, on est capable de vérifier les opérations cryptographiques qui font vraiment ce qu'ils réclament à faire. Et il y a un mouvement de faire de ces choses qui sont vraiment d'importance nationale, de savoir que ces composants font exactement ce qu'ils doivent faire. Donc c'est quelque chose qu'on va voir. Encore une fois, c'est quelque chose qui va rester dans le laboratoire pour quelques années. Mais déjà, par exemple, le navigateur Firefox de Mozilla contient la cryptographie, les opérations de cryptographie vérifiées formellement par ces méthodes. Donc petit à petit, on va commencer à voir ça. Et ça, pour moi, c'est peut-être pas la solution entière, mais je m'inquiétais un peu moins sur un système sur lequel j'ai la source à regarder que ces systèmes actuels complètement en boîte noire. Il nous reste 3 minutes. Il y a d'autres questions ? Oui. Une question avec les courbes elliptiques. On sait que la crypto symétrique, on met une longueur de clé de 128 bits. On sait que la crypto asymétrique, on met du 2048 ou du 4096. On est bon pour quelques années. Les courbes elliptiques, comment on mesure ? Comment est-ce qu'on sait l'équivalence avec d'autres algos plus connus ? Est-ce qu'on sait ou c'est purement empirique et tant que c'est pas cassé, c'est pas cassé ? Donc il existe une équivalence et il y a des standardisations de ça, les organismes comme NIST par exemple, mais il y a quand même des doutes. Par exemple, NIST conseille
un ensemble d'algorithmes cryptographiques qu'ils appellent le Suite B. Le Suite A, c'est les algos secrets de l'État américain. Et le Suite B, c'est les algos grand public, mais qui, eux, ils certifient dans un sens. Ils disent qu'ils sont quand même sûrs. Et dans un communiqué en 2015, ils ont retiré le courbe elliptique P256, sans aucune justification pourquoi. Mais en théorie, c'est si une clé privée d'un système P256 et 256 bits aléatoires. Donc normalement, c'est pas cassable, c'est cassé par l'algorithme de Rho-Polar, donc ça fait 128 bits équivalents. Donc ils avaient aucune raison en théorie de retirer ça, mais ça a quand même été retiré sans commentaire. Donc il existe une équivalence, il y a des gens qui proposent des équivalences, mais il y a quand même des doutes. Il y a aussi éventuellement un compromis à faire. On sait que les courbes elliptiques à taille égale sont plus résistantes que RSA, parce que c'est à peu près le triple de résistance par rapport à la même taille de clé. Ceci dit, elles sont moins résistantes aux attaques quantiques qui sont à venir. Donc autrement dit, elles vont être meilleures à court terme en sécurité, mais bien moins bonnes à moyen long terme. Puisque en fait, les circuits quantiques pour casser une courbe elliptique sont bien plus petits que pour casser du RSA. Donc on a une sécurité qui est meilleure à très court terme, mais beaucoup moins bonne à moyen long terme. Donc c'est aussi à double tranchant. Voilà, tout à fait. Une dernière question. Non, on n'a pas le temps. Je pense que c'est un débat qui mérite plus de temps. En plus, il y a quelques mathématiciens, en fait, dans l'audience. Merci. Merci à vous.